Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Le télétravail fait désormais partie intégrante des habitudes de nombreux employés. Les entreprises s'y adaptent et réduisent les surfaces de bureaux qu'elles occupent. Alors dans ces conditions, faut-il autoriser de nouveaux projets de construction de bureaux ou au contraire privilégier les immeubles existants? C'est l'une des questions que l'on va poser ce soir à nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Serge Fautré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'AG Real Estate. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Claire Scoyer, bonsoir. Vous êtes chargé de mission à Inter-Environnement Bruxelles. Première question pour vous, Serge Fautré. Vous êtes donc un développeur, vous gérez un portefeuille immobilier. Je vais vous citer un chiffre, le stock des bureaux aujourd'hui, c'est 12,5 millions de mètres carrés de bureaux. Quand on voit les nouvelles habitudes en matière de télétravail, est-ce qu'il faut encore de nouvelles surfaces de bureaux selon vous? Je pense qu'on ne mesure pas un stock de bureaux en mètres carrés. On le mesure en mètres carrés disponibles effectivement à la location. Aujourd'hui, les mètres carrés dont vous parlez représentent une multitude de situations différentes. Il y a des mètres carrés modernes qui correspondent à la fois peut-être aux normes de télétravail dont on vient de parler, mais aussi, je ne dirais pas surtout, mais aussi aux normes d'efficacité énergétique qui se sont trop lentement peut-être, et encore la Belgique a été précurseur en le domaine, se sont imposées à nous. À côté de cela, il y a des bureaux obsolètes, ils sont tellement obsolètes que leurs loyers sont probablement passés à zéro, puisqu'ils sont vides et qui doivent faire effectivement l'objet le plus rapidement possible de reconversion. Oui. Et pour vous, donc, la réponse à la question, c'est oui, il faut construire de nouveaux immeubles de bureaux qui sont adaptés aux exigences actuelles. À la marge, absolument, oui. À la marge, dites-vous. Absolument. Ouais. Alors, absolument, parce qu'il faut ne pas oublier à quoi sert un immeuble de bureau. C'est accueillir du travail. La problématique, c'est de savoir quelle est la quantité de demandeurs de travail. Nous avons encore à Bruxelles, et nous sommes aujourd'hui dans une phase un petit peu compliquée, où la demande pour des espaces de travail est plutôt en légère réduction. Oui. Alors pour vous, Claire Scoyer, si on dit construction de bureaux, stop ou encore, vous diriez stop ? Assez bien stop, en effet, puisqu'il faut savoir qu'on avait déjà fait une analyse en 2010 à Inter-Environnement Bruxelles et on constatait à cette époque-là que Bruxelles était la ville en Europe qui était la deuxième après la ville de Zurich en termes de superficie de mètres carrés de bureaux par tête d'habitants. Ça montre que Bruxelles est une ville qui a toujours créé énormément de superficie de bureaux avec très très peu de réglementation. C'est l'histoire de la ville. La fonction tertiaire a toujours été très puissante et en fait a été un produit financier à partir des années 60, contrairement au logement qui va devenir un produit financier bien plus tardivement. Et donc, en fait, cette efflorescence de bureaux qui a mité en fait tout le tissu du territoire de la région bruxelloise, bien au-delà des quartiers centraux, bien au-delà des quartiers de gare, le fait qu'on s'est retrouvé avec des bureaux en troisième couronne, etc., ça c'est l'histoire de notre ville. Alors aujourd'hui, certes, on a une reconcentration des bureaux plutôt dans les quartiers de gare, plutôt au centre-ville, mais dans le même temps, on est en train de produire massivement du bureau neuf. Ce sont des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont dans le pipe, alors que dans le même temps, on a, quoi que vous en disiez, on a quand même près d'1 million de mètres carrés de bureaux vides. En fait, le vide était en train de se tasser depuis 2010 et aujourd'hui, la courbe va de nouveau croissante. Et dans le même temps, non seulement on a ces milliers de mètres carrés de bureaux vides, mais on en construit des dizaines de milliers de mètres carrés neufs. Oui, alors ça apparaît comme un paradoxe. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça de projets apparemment nombreux face à un parc quand même où on a un peu plus d'1 million de mètres carrés de bureaux vides? Deux choses. Je dirais d'abord, les mètres carrés vides sont des mètres carrés pour un certain nombre d'entre eux obsolètes en termes techniques, obsolètes même en termes de localisation, ou bien situés dans des endroits pour des raisons de mobilité, parfois même de sécurité, les gens ne veulent plus aller. Par contre, la demande pour des bureaux modernes, elle est là. Dans une certaine mesure, alors vous direz probablement que je financiarise, je pense que tout est financiarisé, que ce soit le nombre d'hectolitres de Coca-Cola ou le nombre d'heures de service chez SAP, mais la demande pour l'immobilier moderne, à la fois adapté, transformé en lieu de vie et plus uniquement
en lieu dans lequel on... de lieu trop ancien, et en termes d'efficacité énergétique est tel que les loyers dont, comme investisseurs immobiliers, nous rêvions de voir un jour rejoindre les 300 € le mètre carré, aujourd'hui, ils se situent plutôt dans une fourchette entre 325 et 375 € le mètre carré, ce qui est le reflet d'une véritable demande. Et les immeubles anciens, zéro. Oui. Donc, une demande d'un côté, une absence de demande de l'autre. Alors on va venir à un projet précis, mais quand on voit les projets de développement, il y en a beaucoup qui se concentrent autour des gares, par exemple. C'était une demande à un moment donné de dire il faut effectivement concentrer ces bureaux autour de nœuds de communication. Est-ce que ça, vous y voyez un signe positif quand même dans le redéploiement des bureaux? En fait, ça serait assez intéressant, pour autant que cette reconcentration se fasse via la rénovation. Vous parlez très bien en fait de cette question en fait du statut du bâti. Après l'obsolescence, effectivement, il y a une partie du parc du bureau qu'on pourrait considérer comme obsolète, mais l'obsolescence, elle peut s'affronter de plusieurs manières différentes. Le scénario, selon nous, qui serait en termes à la fois social, environnemental, socio-écologique le plus intéressant, ça serait la rénovation. En fait, on procède énormément. En fait, la reconversion dans les quartiers centraux se fait massivement par de la démolition-construction. Alors, quand on dit de la démolition-construction, on pourrait dire, vous allez me dire, à la place, on va construire des bureaux beaucoup plus performants, énergétiquement parlant. Mais en réalité, on fait toujours l'impasse sur l'énergie grise. En fait, toute l'extraction des matières premières, l'acheminement des matières premières. Vous parlez du quartier Nord, je pense qu'on parlera plus tard du projet Nord, mais prenons le projet ZIN, qui est présenté comme vertueux environnementalement. C'est juste en face de la gare du Nord. Qui est juste en face de la gare du Nord. Bien, ce projet, effectivement, ce n'est pas de la démolition-construction, mais rien que la récupération de tous les matériaux, ça équivaut à environ 10 000 camions de 20 tonnes pour recycler les matériaux qui ont été démantelés de ZIN. Alors que là, il est présenté comme vertueux environnementalement. En fait, l'énergie grise de tous ces projets de démolition-construction, elle est massive. Donc, pour amortir la note environnementale, vous allez mettre des décennies. Et quand on sait que le bureau en région bruxelloise, sa durée de vie est entre 15 et 30 ans, la facture ne sera jamais amortie. Oui. Alors, beaucoup de questions dans les propos de Claire Scoyer. C'est vrai que la tendance aujourd'hui, même s'il y a une volonté publique qui est affichée d'éviter au maximum la démolition, on voit dans beaucoup de projets des opérations de démolition, reconstruction. Pourquoi c'est impossible de reconvertir les bureaux existants, Serge Fautré? Je vais vous dire, je pense qu'on est face à face, on aurait dû nous installer l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, nous avons 4 ou 5 projets de redéveloppement à Bruxelles. Nous en avons 4 qui sont de la rénovation dans le quartier européen. Je pense sur Jean-Bline de Meux, je pense rue d'Arlon. C'est de la rénovation, c'est du bureau transformé en bureau dans les 2 cas que je viens de citer. Effectivement, il y en a d'autres où quelque part, nous avons jugé que économiquement, ce n'était vraiment pas faisable, et surtout que si pour améliorer la qualité du bâti à cet endroit-là, il valait mieux effectivement abattre que reconstruire. Mais croyez-moi, aujourd'hui, et vous le savez beaucoup mieux que moi, la réglementation est telle que ce qui doit être privilégié, c'est de la rénovation. Ce sera le cas, il n'y en a à n'en pas douter, c'est le cas en tout cas chez nous, et je pense chez la plupart de nos confrères investisseurs. On voit quand même beaucoup de démolitions actuellement. C'est vrai qu'il y a une volonté affichée de dire on va essayer au maximum de garder les surfaces existantes et de les reconvertir. Mais quand on voit les projets qui se concrétisent, il y a quand même beaucoup de projets où on fait tabula rasa ou presque, où on garde juste les façades. Écoutez, la prochaine fois, nous prendrons un tableau et nous regarderons projet, démolition, rénovation. Et vous verrez, nous avons un projet de bureau rue Genève, lui aussi. C'est une rénovation d'un immeuble de bureau en résidentiel. Il y en a, je pense, tout de même entre 15 et 20 000 mètres carrés. C'est une rénovation. Donc non, j'en vois autant. D'accord, ok. On pourra regarder ce tableau, mais on va d'abord voir un reportage où il y a effectivement des opérations de démolition-reconstruction. C'est le projet Nord. C'est un important projet que vous développez avec Athénor dans le quartier Nord, à la place juste à côté de la gare du Nord, que l'on revoit d'ailleurs d'un autre œil depuis que les immeubles qui étaient au-dessus ont été dégagés et démolis. Regardez ce reportage. On en parle juste après. Plus de 50 ans qu'on ne l'avait plus vu comme ça.
Entre les rayons du soleil, la gare du Nord dévoile désormais son imposante ossature. 210 mètres de long, tout en béton. Je préfère beaucoup plus cette architecture à ce qu'il y a aux alentours. Le verre, l'acier, le béton, ça me parle pas. Le bâtiment qui a été retiré était vraiment très moche, donc oui, ce bâtiment-là a plus de charme. Mais la structure risque de ne pas rester aussi visible très longtemps. Plus qu'avant certes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Le projet immobilier Nord-Bruxelles prévoit la construction de 4 tours comprenant principalement des bureaux, mais aussi des logements et des commerces. Ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que le quartier Nord, il a besoin d'être de nouveau habité. Pour être habité, il faut reconstruire les espaces publics à échelle humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire à échelle humaine? Ça veut dire justement travailler sur les perceptions, sur des architectures moins imposantes, des gabarits moins imposants. L'ARO, association qui milite pour la préservation du patrimoine bruxellois, et des habitants comptent se mobiliser prochainement. L'objectif, éviter la reconstruction de ces tours jugées trop imposantes. Ben voilà votre réponse par rapport à ce projet. Les associations dont Inter-Environnement jugent que ces tours trop imposantes. Vous leur répondez quoi en fait? Voulons-nous avoir des lieux de travail proches des gares ou non? Et voulons-nous avoir du logement répondant aux besoins des citoyens bruxellois ou non? Voulons-nous les laisser dans des logements obsolètes? Ou voulons-nous avoir quelque chose qui corresponde à la fois à quelque chose qui facilite la mobilité? Ce serait bien d'avoir de temps en temps des messages positifs en termes de mobilité. Et voulons-nous avoir des immeubles qui correspondent aux prescrits environnementaux ou non? Alors entre les deux, il va falloir choisir. Et pour vous, il n'y a pas de démesure dans ces constructions? Je pense que vous pouvez prendre le pari que ma réponse à cette question va être non, il n'y a pas de démesure. Oui, alors votre réponse par rapport à ça, c'est vrai que finalement, on imagine que ces surfaces de bureaux vont trouver preneur et que ces logements vont trouver preneur également. Donc on pourrait dire qu'ils répondent à une demande du marché aujourd'hui. C'est à voir. Alors j'ai envie de dire deux choses. Prenons le cas du projet Nord. Il faut savoir que ce rééquilibrage entre les fonctions bureau-logement se fait toujours par une surenchère par le haut. C'est-à-dire que le CCN, il faisait plus ou moins 80 000 m², on va dire. Donc on démolit totalement, donc on revient sur cette question d'énergie grise et cette question environnementale. Et à la place, en fait, on crée le double, plus du double de superficie. Je crois qu'on démolit environ 78 m² de bureaux, on construit plus de 80 000 m² de bureaux, encore plus de bureaux que ce qu'il y avait auparavant, et on surajoute à ça environ 80 000 m² de logement. Donc, on aurait pu imaginer une rénovation, rester à même gabarit, à même hauteur, mixer du logement, du bureau, garder la très belle façade de la gare du Nord. Et non, on se retrouve vraiment avec une surenchère, une densification très forte. Après, les mètres carrés de logement, encore faut-il savoir quels seront le prix de ces logements. Parce que voilà, l'opérateur, il doit être rentable et donc le prix au mètre carré de logement va être calculé en fonction de cette rentabilité. Et donc la deuxième chose que je voulais dire, Perspective a fait une étude très intéressante où ils analysent 4 scénarios, dont un des scénarios, c'est la démolition-reconstruction de bureaux pour reconstruire de bureaux. En termes de rentabilité, c'est évident que pour le développeur, c'est le scénario le plus intéressant. Si vous faites de la rénovation pour à la place construire du logement, c'est le scénario le moins intéressant. Donc le scénario qui est le plus intéressant sur un plan social et écologique est celui qui est le moins rentable pour le promoteur. Et donc c'est là que les pouvoirs publics devraient intervenir. À l'heure actuelle, prenons le cas du CCN, vous démolissez, il n'y a plus de bâtiment, vous êtes exonéré du précompte immobilier. Ça, c'est très intéressant pour le promoteur. Vous reconvertissez une partie en logement, résultat des courses, vous n'allez pas payer de charges d'urbanisme pour la partie logement, vous allez bénéficier d'une réduction du taux de TVA de 21 à 6%. En fait, toutes ces aides-là, tous ces incitants, ils devraient s'orienter vers la rénovation et vers la construction de logements sociaux et non aider uniquement à la rentabilité du promoteur. Oui, alors votre réponse, les arguments sont développés, sont très précis. Votre réponse par rapport à ça? Si effectivement nous étions exemptés de précompte immobilier, ce serait une excellente nouvelle. La deuxième chose, effectivement, je peux vous dire qu'il y a déjà une partie des logements qui ont été vendus, qui sont des logements abordables, qui sont négociés qui ont été vendus à la SLRB, qui demanderait d'ailleurs davantage de logements. Donc il ne s'agit pas de logements à destination, entre guillemets, de nantis, et quelque part construire moins
aurait en fait conduit simplement à avoir des loyers ou des prix de logement plus élevés. Oui, et quelque part construire moins haut. Vous pouvez toujours nous dire qu'un certain nombre d'unités seront achetées par la SLRB, alors qu'on sait que la SLRB, donc l'opérateur qui construit les logements sociaux, est complètement sous-financé, que justement, elle a déjà donné tellement d'argent à des promoteurs récemment qu'en fait, elle n'arrive plus en fait, à racheter au marché privé. Et donc, en réalité, si on prend un autre projet voisin, le projet Livin, ce projet-là, c'est Befimo, c'est environ 50 000 m² de bureaux et 12 logements. Donc c'est 0,6%. Donc on nous vend une mixité bureau-logement et qu'on constate massivement dans les quartiers centraux de gare, c'est massivement du bureau. Parce que les promoteurs dans ces quartiers-là sont demandeurs de construire du bureau, le logement est beaucoup plus difficile à vendre. À Ténor, au quartier Midi, dans le cadre du projet Victor devenu Move Up, ça fait des années que la région souhaitait que le promoteur développe du logement. Il a toujours préféré d'abord construire le bureau, parce que c'est une espèce de garantie dans un quartier de gare de pouvoir vendre. On va laisser M. Fautré répondre par rapport à ça. Dans de la fonction forte, dans ces nœuds de communication autour des gares, ça reste pour vous le bureau et pas le logement? Je pense que du logement pur dans ces zones-là, c'est une recette pour un désastre. Donc non, au contraire, je pense que le projet du quartier Nord est en fait d'avoir une zone véritablement mixte. Alors, il y a 40 ans, un projet a eu lieu, le fameux Manhattan, parce que à ce moment-là, l'école d'urbanisme, c'était zone monofonctionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas un développeur. Regardez d'ailleurs les tours Proximus, si je ne me trompe, une tour sera du bureau, l'autre sera du résidentiel. Quand la moitié, ce n'est pas loin de 50-50. Donc je pense que soyons positifs et soyez rassurés qu'aujourd'hui, le développeur, l'investisseur, a à cœur quelque part de protéger la valeur de son patrimoine en répondant à ce qui est indispensable, c'est-à-dire cette mixité. Deuxième chose, vous avez dit que la SLRB donnait de l'argent. Croyez-moi, elle ne nous donne pas d'argent, nous leur vendons quelque chose. Oui. Et donc, par rapport à ça, on a vu quelques images d'un autre projet qui n'est pas le vôtre, mais c'est le projet Brooker, où c'est aussi, c'est Immobel dans ce cas-là, c'est aussi une opération de démolition-reconstruction qui se multiplie, puisque on voit aussi le projet Actiris qui n'est pas tellement loin de là. Pour les projets qui vous occupent, prenons par exemple le projet Nord, c'était impossible pour vous de reconvertir les bâtiments, il fallait passer par une démolition? Oui, puisque je vous ai dit que dans un certain nombre de cas différents, rue de Genève, rue d'Arlon, place Jean-Bline de Meux, nous avons fait l'inverse. Donc soyez assurés que dans chacun des cas, et vous le savez bien, c'est le dialogue que nous avons avec les multiples niveaux de pouvoir bruxellois, c'est presque une condition, lorsque c'est possible, pour obtenir un permis. Donc nous n'allons pas, quelque part, nous tirer une balle dans le pied et ne pas répondre chaque fois que nous le pouvons à ce prescrit. Il faut que ça reste raisonnable et faisable. Oui. Alors c'est un mauvais procès que vous faites aux promoteurs en pointant du doigt finalement certains projets par rapport à d'autres? Non, de façon générale, tous ces gros projets, parce qu'en fait, là, on parle, c'est toujours des projets massifs, des projets qui font plus de 20 000, plus de 30 000 m² de bureaux, créent du vide. Par ailleurs, on a démarré l'émission avec la question du vide. En fait, on fonctionne toujours avec le même nombre d'acteurs qui se déplacent. Nous, c'est ce qu'on appelait le jeu des chaises musicales. Donc, en fait, on construit du bureau neuf. Donc, du coup, ces acteurs qui sont souvent des opérateurs publics, semi-publics, on va avoir tantôt les bâtiments de Brucity, l'administration de l'environnement, Proximus, etc. Et eux se déplacent. Et c'est souvent, en fait, le pouvoir public qui vient éponger la question du risque. Vous prenez la question de Proximus. Proximus, au départ, envisageait de déménager au quartier Midi, puis il envisageait de rester au quartier Nord. Finalement, il va déménager sur le site du Tour & Taxi qui fait parler énormément de lui pour le moment. Alors Proximus, en fait, était propriétaire, va devenir locataire et en 4 ans, va payer l'équivalent du prix qu'il a obtenu en revendant son bâtiment. Et après 4 ans, en fait, c'est du surnuméraire. Donc, c'est ce qu'on appelle le sell and leaseback. Le pouvoir public vend et puis loue.
Et en 4 ans ou en 10 ans, la Tour des Finances, on vient d'en parler ce week-end, la Tour des Finances, c'est historique. L'État fédéral va payer en 30 ans 2 milliards d'euros, alors qu'au départ, il était propriétaire. Alors, votre réponse par rapport à ça, c'est des opérations qui ont souvent été pointées du doigt. Hein. Le sales and leaseback, qui serait finalement la poule aux œufs d'or pour les promoteurs, à entendre les associations. Écoutez, je me souviens d'être intervenu dans une émission de télévision dans laquelle il était question de pigeons, etc. Je pense que c'est un très mauvais calcul, parce qu'en réalité, Proximus abandonne quelque part un lieu obsolète. Et quelque part, on ne peut pas comparer la valeur d'un lieu obsolète qui vaut en gros son foncier avec la valeur d'un immeuble neuf dans lequel il va aller s'installer. Donc vous avez raison, en 4 ans, il va payer 4 fois, je dirais, il va payer, les loyers vont couvrir cette valeur obsolète. Mais la personne qui va l'acheter, elle, va devoir investir un montant tel que quelque part, cette valeur va devoir être reconstituée. C'est comme lorsque le ministère de l'État a vendu le ministère de l'Emploi et du Travail, on a dit mais l'opérateur va gagner beaucoup de sous. Ce n'est pas, on compare des pommes et des poires. Et ce qu'il faudrait, ça a d'ailleurs été revu par la Cour des comptes qui quelque part a remis l'église au milieu du village. Donc par contre votre question... Nextensa, c'est le développeur de Tour et Taxi, pour qu'on vous suive. Nextensa, et derrière Ackerman et Van Aren, en 2001, obtient un terrain immense pour 44 millions d'euros et aujourd'hui surdéveloppe le site avec le dernier projet en cours, l'Exaï, pour construire des milliers de mètres carrés de bureaux et de logements. Et la plus-value qui vient d'être calculée est d'1 milliard d'euros. Alors, alors je ne vais pas commenter les autres, mais sur 21 ans, croyez-moi, le coût de portage a été colossal, certainement. Vous n'allez pas nous faire pleurer. Et une question pas de se faire pleurer, une question simplement de comprendre que quelque part, si on oppose le public et le privé, dans ce pays, on n'arrivera à rien. Si on n'arrive pas à se parler et à construire des projets qui ont du sens, que ce soit pour l'opérateur qui prend un risque de permis, et vous connaissez la difficulté d'obtention des permis, qui prend un risque de construction, qui prend un risque commercial. Le secteur public qui, quelque part, prend une responsabilité est payé pour organiser notamment la délivrance de permis et organiser une urbanisation équilibrée. Et puis le secteur privé qui est demandeur de logements à des prix raisonnables pour éviter que nous ne devenions un deuxième Bordeaux ou un deuxième... Prenons exemple de villes dans lesquelles on n'oppose pas les gens. Arrêtons de vivre dans un monde où l'on se bat, dans le monde où on s'oppose. On a assez d'exemples, je pense, dans le monde aujourd'hui où les gens se battent. Parlons ensemble, ayons un dialogue d'adultes et pas un dialogue où l'on regarde dans la poche de l'autre et on se dit « il me vole de l'argent ». Ouais. Alors, votre réponse... nous, on n'a pas grand-chose dans les poches, de toute façon. Vous êtes une société de service, quelque part. Donc, nous mettons du capital. Nous avons 7 milliards d'actifs au travail en Belgique. Que de la responsabilité des pouvoirs publics, avec un dialogue, que ce soit avec le marché privé, avec le secteur associatif, avec les habitants, pour tourner les incitants vers ce qui est écologiquement et socialement favorable à la ville, au tissu urbain et aux habitants. Et donc, on trouve que ces incitants, pour le moment, ils sont défavorables à la question sociale et écologique. Et donc, nous, on ne fait que ça, dialoguer. Sinon, d'ailleurs, je ne serais pas là aujourd'hui en face de vous. Oui. Nous avons l'impression aujourd'hui que, quelque part, d'abord, l'incitant en matière de développement durable, en Belgique, il est présent depuis Evelyne Tobruk, il y a 15 ans, 17 ans. Écologiste, donc. Remarquable, remarquable. Elle a installé nos entrepreneurs et nos sociétés de technique, quelque part, dans la première division. Nous construisons en Belgique du bâti, quelque part, qui est plus efficace énergétiquement que dans beaucoup d'autres pays. Nous avons été un des premiers pays à mettre en œuvre la géothermie, par exemple. Une première chose. Oui, il reste moins de 30 secondes, donc je vous demanderai très très rapidement de conclure. Et nous avons, je pense, aujourd'hui une occasion unique, effectivement, de remplacer ces immeubles de bureaux obsolètes, dans un certain nombre de cas, par du logement, dans toutes les gammes de prix,
en accord, en partenariat avec les pouvoirs publics. Oui, on va devoir, hélas, arrêter le débat ici. Un débat passionnant qu'on aura l'occasion de reprendre bientôt sur BX1, c'est sûr. Merci en tout cas d'avoir échangé vos arguments sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.